Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête. Réponse B, je passe. Alors là, on peut voir, on est dans une rue à double sens de circulation et la voiture d'en face passe. Alors, on voit que c'est la voiture d'en face qui rencontre l'obstacle, c'est-à-dire les voitures garées. Donc, tu devrais me dire, normalement, c'est moi qui ai la priorité, je passe. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on va juste revoir les règles de priorité. Alors, dans une rue à double sens de circulation, c'est le véhicule qui rencontre l'obstacle qui doit céder le passage au véhicule en face. Par exemple, ici, la voiture blanche rencontre une voiture garée, à droite, jaune. Donc, elle doit laisser la priorité à la voiture rouge. Cependant, si la voiture blanche est déjà engagée, alors, dans ce cas-ci, c'est à nous de nous arrêter pour éviter justement l'accident et le contact avec la voiture qui vient de face. Donc ici, dans ce contexte, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Les véhicules à gauche sont garés. Réponse A, en bataille. Réponse B, en créneau. Réponse C, en épi. Alors, vous avez 3 manières de vous stationner. La première, la plus commune, c'est le stationnement en créneau. Le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent parallèles à la route. Ensuite, vous avez le stationnement en bataille. Le stationnement en bataille, c'est lorsque les véhicules se stationnent perpendiculairement à la route. Et enfin, vous avez le stationnement en épi, c'est lorsque les véhicules se stationnent en biais par rapport à la route. Dans cette situation, comme vous le voyez, à gauche, les voitures sont stationnées perpendiculairement à la route. On est donc dans un stationnement en bataille sur les véhicules qui sont garés à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une notion qu'on a vue vraiment à plusieurs reprises, que ce soit dans la formation ou dans les vidéos YouTube. Concernant les dispositifs antidérapants, en fait, ils sont obligatoires seulement entre le 1er novembre et le 31 mars dans 34 départements qui sont soumis à l'obligation. En général, vous trouverez ce panneau qu'on appelle le panneau B58 à l'entrée des zones de prescription. Donc ici, est-ce qu'il est obligatoire de mettre un dispositif antidérapant lors des épisodes neigeux en tout temps? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4.
Le véhicule noir tourne à gauche, mais il semble mal engagé. Je m'arrête avant la ligne de stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, en face de nous, on a un véhicule qui souhaite tourner à gauche sur notre rue. Et il semble qu'il va empiéter sur notre voie. Alors, vous le savez pas encore, parce que vous passez pas encore la conduite, mais lorsque vous passerez la conduite, votre moniteur vous dira toujours que pour tourner à une intersection, il faut faire un angle droit. Comme ceci. Il ne faut jamais empiéter sur la voie qui est en sens inverse. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant la ligne de stop pour laisser passer ce véhicule. Par mesure de sécurité, même si ce véhicule n'a pas le droit de tourner comme ça. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Avant de quitter mon véhicule, je place le levier en réponse A, P, réponse B, R, réponse C, N, réponse D, D. Alors, pour répondre à cette question, déjà, je vais vous expliquer de quoi est constituée donc la boîte de vitesse et que signifient les lettres de la boîte de vitesse. Alors, tout d'abord, on a la lettre S qui veut dire séquentiel, le D qui veut dire conduire. Ensuite, on a le N qui veut dire point mort. Ensuite, on a le R qui veut dire marche arrière. Et enfin, le P pour stationnement. Donc, ici, avant de quitter mon véhicule, je place le levier en P. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Ce véhicule gris vient de franchir le feu rouge. Il encourt une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il encourt un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, là, c'est une question évidente. Lorsque vous grillez un feu rouge, vous encourez une amende de 135 € et également un retrait de 4 points sur votre permis de conduire. C'est une infraction, c'est une contravention de 4e classe. Bon, en plus d'encourir une amende et un retrait de points, il encourt aussi un accident. Ça, faut pas l'oublier. D'où le fait de ne jamais griller un feu rouge. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 7. Un test urinaire peut être effectué par les forces de l'ordre pour détecter la consommation de stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, c'est quoi un stupéfiant? Ça a l'air facile comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, il faut que tu saches que les stupéfiants sont classés en 4 catégories. Tout d'abord, les substances cannabinoïdes, ou appelées aussi THC.
en général, ces substances sont faites avec des feuilles de chanvre. Vous avez également les substances qu'on dit opiacées. Alors, les opiacées, c'est fait avec des graines de pavot. Ensuite, on a les substances cocaïniques, en général la cocaïne, qui sont faites, elles, avec des feuilles de coca. Et en dernier lieu, on a les stupéfiants, qui sont des drogues de synthèse, qu'on appelle les amphétamines. Alors, effectivement, les forces de l'ordre peuvent, selon certaines conditions, effectuer un test urinaire pour savoir si vous avez consommé des stupéfiants ou non. Alors, ce test se présente comme cette languette blanche que vous voyez, donc avec tout à gauche THC, ensuite morphine, ça c'est pour tout ce qui est opiacé, coke pour cocaïne, et tout à droite AMP pour amphétamine. Si le test est négatif, alors il y aura 2 traits rouges. Si le test est positif, il y aura un seul trait rouge. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Il est préférable de faire sortir les passagers arrière. Réponse A, du côté rue. Réponse B, du côté trottoir. Alors là, c'est une évidence, Pour des raisons de sécurité évidentes, il sera toujours préférable de faire sortir les passagers arrière du côté trottoir, afin d'éviter tout simplement une collision avec une voiture lors de l'ouverture de la porte. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Je marque l'arrêt plus loin que le marquage au sol, car je vais manquer de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est dans une intersection très étroite. Bien sûr, quand je vais arriver au niveau de la ligne blanche du marquage au sol du stop, je vais certes manquer de visibilité, mais je devrais tout de même m'arrêter au niveau du marquage au sol, c'est-à-dire marquer l'arrêt. Je marque l'arrêt toujours au niveau de la ligne. Ensuite, je fais un contrôle physique en me retournant. Et là, de manière précautionneuse, je m'engage dans l'intersection. Mais on doit toujours marquer l'arrêt au stop. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. La distance de freinage d'un tramway est plus grande
que celle d'une voiture? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, important à savoir, bien sûr, la distance de freinage dépend en fait de la masse du véhicule. À vitesse égale, bien sûr. À vitesse égale, la distance de freinage d'un véhicule plus lourd sera plus grande. Donc, la bonne réponse ici, bien sûr, c'est la réponse A. Au-delà de ça, cette question met en avant plusieurs concepts. Le concept de la distance de freinage, de la distance d'arrêt, de la distance de réaction, de la distance de sécurité. Ce sont 4 concepts différents, qui sont reliés certes mais différents, et que vous devez savoir calculer. Très important. Il y a plein de questions dans l'examen officiel, on vous demande de calculer la distance de sécurité à 90 km, la distance de freinage à certains km/h, la distance d'arrêt, la distance parcourue durant le temps de réaction. Tout ça, c'est des concepts que vous devez connaître, hein, d'accord ? Donc je vous renvoie au cours si vous voulez comprendre ces concepts. Question numéro 12. Les aides à la conduite sont fiables à 100%. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pas du tout. Les aides à la conduite ne sont pas fiables à 100%. Il peut y avoir tout simplement des défaillances électroniques. Il peut y avoir aussi une mauvaise détection due à la pluie, par exemple, ou aux intempéries. La mauvaise détection peut être aussi due à des obstacles, qui peut être sur les radars ou en dessous des radars. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup, sans te ruiner et sans risque,
rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 14. Dans cette situation, le piéton est prioritaire. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque une amende. Oui, réponse C, non, réponse B. Alors, effectivement, ici, le piéton est prioritaire. Il y a un passage piéton. Si vous refusez la priorité au piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, qui est sanctionné par une contravention de 4e classe, 6 points en moins sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 15. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route. Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. La quantité d'alcool dans un verre de vin est la même que dans un verre de vodka. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de réponse C, 0,2 g par litre de sang. Réponse D, 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, comme tu le vois sur cette image que tu retrouveras dans la formation, les verres d'alcool sont différents selon la nature de l'alcool. Tu vois bien par exemple qu'un verre de bière est beaucoup plus grand qu'un verre de vin. Un verre de bière, c'est 25 centilitres, un verre de vin, c'est 10 centilitres. Par conséquent, en fait, il y a exactement la même quantité d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de bière. Et cette quantité est de 10 grammes d'alcool par verre. C'est ce qu'on appelle des verres standardisés. Ensuite, pour la deuxième partie de la question. Pour un probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,2 g par litre de sang, qui équivaut à 0,1 mg par litre d'air. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 17. Je peux dépasser ce véhicule lent. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, on se retrouve sur une route à double sens avec créneau de dépassement. À notre droite, devant nous, on a un tracteur qui est donc automatiquement considéré comme véhicule lent, c'est-à-dire un véhicule qui ne dépasse pas les 60 km/h. Or, ici, la vitesse maximum autorisée est de 90 km/h. Il y a donc 30 km/h de différence entre moi et le tracteur. Donc ici, effectivement, la voie de gauche dans laquelle je suis est prévue pour le dépassement,
Je peux donc dépasser ce véhicule lent. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Un pneu sous-gonflé peut entraîner A. Une surconsommation, B. Une perte d'adhérence, C. Une amélioration de la maniabilité. Alors ça c'est une question de cours qu'on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc effectivement, un pneu sous-gonflé entraînera trois choses. D'une, une diminution de la maniabilité du véhicule. 2, une perte d'adhérence. 3, une surconsommation en carburant. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 19. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules est de A. 1 seconde, B. 2 secondes, C. 3 secondes. Encore une fois, c'est une question de cours. Sachez que ce sont des questions récurrentes. Il y a 4 distances à connaître. La distance de sécurité, la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Vous devez comprendre ces 4 distances et vous devez savoir les calculer. Ça, vous allez voir ça dans le cours. On ne va pas pouvoir voir ça aujourd'hui, ce serait trop long. Aujourd'hui, on parle d'intervalle de sécurité ou de distance de sécurité. L'intervalle de sécurité entre deux voitures doit être de 2 secondes. C'est-à-dire que ce qui vous sépare en temps entre vous et la voiture qui a devant, c'est 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Je peux ouvrir la portière immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B. En cas d'ouverture dangereuse, je suis en infraction. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si vous regardez donc le rétroviseur, on voit qu'on a une voiture qui s'approche. Donc, est-ce que je peux ouvrir la voiture immédiatement ? Ben non. Ici, il va falloir attendre que le véhicule passe pour ensuite ouvrir la portière. Alors, en cas d'ouverture dangereuse, est-ce que je suis en infraction ? Ben oui, effectivement, vous êtes en infraction. Tout simplement parce qu'il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque la manœuvre est constituée un danger pour lui-même ou pour les autres. Donc ça, c'est une amende, c'est une infraction, c'est une contravention de première classe. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 21. Le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que... Alors, je vais vous expliquer une chose.
Vous pensez souvent que les seuls équipements obligatoires à bord d'un véhicule sont le gilet haute visibilité et le triangle de pré-signalisation. Vous devez savoir qu'il y en a beaucoup plus des équipements obligatoires. Par exemple, vous êtes obligé d'avoir un compteur, vous êtes obligé d'avoir des essuie-glaces, vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de rétroviseurs. Tout ça, fait partie également des équipements obligatoires. Par contre, ils font partie en fait du véhicule. Donc lorsqu'on parle d'équipements obligatoires pour l'examen du code de la route, on va parler effectivement du gilet haute visibilité et du triangle de pré-signalisation. Alors certes, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Par contre, vous devez savoir que vous ne pouvez pas acheter n'importe lequel. Il doit être homologué E27R. Donc faites attention quand vous l'achetez. Également, le gilet haute sécurité doit être homologué avec un marquage CE. Donc ici, pour répondre à la question, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 22. Je peux stationner à droite derrière la ligne blanche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, à droite, si tu regardes bien, on a une ligne blanche continue. Donc, qui dit ligne blanche continue, dit qu'on n'a pas le droit de la franchir. On n'a pas le droit de la franchir, donc encore moins se stationner ou s'arrêter derrière. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ça, c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises, que ce soit sur les vidéos YouTube ou la formation. Alors je vous mets un document de formation qui vous montre en fait les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc parmi ces 10 conseils, il y a effectivement le conseil numéro 5 qui est de celui de rouler moins vite. Et plus particulièrement, d'abaisser quand on peut le faire, sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée, afin de réduire les émissions de CO2. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. L'ESP permet de corriger la trajectoire automatiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide active à la conduite qui vous permet notamment de corriger votre trajectoire lors de la perte d'adhérence, comme on peut le voir sur la vidéo. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Dans cette intersection, je peux, réponse A, tourner à droite, réponse B, aller tout droit, réponse C, tourner à gauche. Alors, comme vous pouvez le voir juste ici, on a un panneau qui est un panneau de sens interdit.
Donc effectivement, ici on ne pourra pas tourner à droite. Tout droit, il n'y a aucun panneau qui nous interdit l'accès, et à gauche non plus. Donc ici, on pourra tourner à gauche et aller tout droit. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 26. Il pleut et je roule à 50 km/h. Le temps de réaction est donc réponse A, plus court, réponse B, plus long. La distance d'arrêt est de réponse C, 37,5 mètres, réponse D, 25 mètres. Alors, il faut savoir que les conditions climatiques n'impactent pas sur le temps de réaction. Ce qui va influer sur le temps de réaction, ça va être la fatigue, ça va être votre inattention, par exemple si vous êtes sur votre téléphone portable, et surtout, ça va être la consommation de substances psychoactives, comme les médicaments ou des substances stupéfiantes. Alors, concernant la distance d'arrêt, alors là, je sais que beaucoup se sont trompés à cette question. Je le sais parce que je suis enseignant de la sécurité routière, et beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez que vous connaissez le code, mais vous connaissez pas le code. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a 40% de taux d'échec. Hein. Alors, ici, il pleut. D'accord ? Donc, il y a une différence entre la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, en fait, au début, on la calcule de la même manière. À gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, comment on calcule la distance d'arrêt ? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici 5, on le multiplie par lui-même. Donc ça fait 25 mètres. Mais ça, c'est seulement la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, il y a d'autres étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la distance d'arrêt sur sol mouillé ? On prend la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. Ici, la moitié de 25, ça va être 12,5. Et on l'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec, c'est-à-dire 25. Ce qui nous donne 37,5 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 27. J'ai passé ma période probatoire et je roule sur route. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Réponse C, je maintiens mon allure. Réponse D, je freine. Alors ici, avant toute chose, avant de savoir si on doit ralentir, freiner, accélérer ou maintenir son allure, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la vitesse maximale autorisée. Pour connaître cette vitesse maximale autorisée, il faut d'abord que je sache où je roule. Alors ici, on roule sur route, comme le dit l'énoncé, mais on roule sur une route à chaussée séparée. Donc, comme vous le savez, je vous remets le document de cours concernant les vitesses maximales autorisées. Hors probatoire sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc on sait que la vitesse maximale autorisée dans ce contexte est de 110 km/h. Actuellement, on roule à 105 km/h comme le montre le compteur. Alors, il y a une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on regarde le rétro, on s'aperçoit qu'une voiture nous dépasse.
Dans ce cas-là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, il n'y a aucune raison d'accélérer, surtout qu'une voiture nous dépasse. Pourquoi ralentir, vu qu'on est à la bonne vitesse? Freiner ici n'apportera rien à l'affaire. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Je maintiens mon allure, je laisse le véhicule derrière moi me dépasser. Question numéro 28. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Je propose de l'eau aux blessés pour les hydrater. Oui, réponse A. Non, réponse B. En premier lieu, je contacte les secours afin d'être secouru rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à savoir qu'il ne faut jamais donner ni d'eau ni de nourriture à un blessé qui vient d'avoir un accident. Il ne faut jamais faire ça. Autre chose, lorsque on est témoin d'un accident avec dommages corporels, on doit utiliser la règle du PAS. Donc, protéger, alerter, secourir. Donc, avant d'appeler les secours, on protège. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 29. Dans ce contexte, j'allume mes feux de réponse A, route, réponse B, brouillard. La vitesse maximale autorisée est de réponse C, 50 km/h, réponse D, 100 km/h. Alors ici, donc on est sur une route à chaussée séparée et on a une présence de brouillard. Donc ici, on va pas allumer les feux de route. Ici, il faut allumer ces feux de brouillard. Concernant la vitesse maximale autorisée, normalement, sur une route à chaussée séparée, on est à une vitesse maximale autorisée de 100 km/h, comme le montre le document des vitesses maximales obligatoires. Cependant, ici, on a une visibilité qui est inférieure à 50 mètres. Donc ici, on va devoir rouler à 50 km/h maximum. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 30. Mon véhicule est immobilisé sur autoroute. Je place le triangle de présignalisation 30 mètres derrière le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, ça montre si tu connais réellement ton code de la route ou pas. Vous faites souvent cette erreur sur cette question, souvent parce que vous avez été, il faut le dire, mal formé en fait. Voilà, vous n'avez pas suivi une bonne pédagogie. Alors, vous savez que sur autoroute, il est interdit de sortir de son véhicule. C'est strictement interdit de marcher sur l'autoroute. C'est une infraction. D'ailleurs, votre temps de survie sur autoroute, lorsque vous êtes un piéton, ne dépasse pas 20 minutes. Donc, sur autoroute, lorsque mon véhicule est immobilisé, je ne mets pas de triangle de présignalisation, je reste dans ma voiture, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, souvent vous confondez entre mettre un triangle de présignalisation sur autoroute et en agglomération. En agglomération, si votre véhicule est immobilisé, oui, vous devez mettre le triangle 30 mètres en amont de votre véhicule. Mais sur autoroute, surtout pas. C'est totalement interdit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Donc vraiment, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vraiment à aller sur la plateforme pour te former correctement. Parce que en fait, ça montre que t'as pas les notions nécessaires. Tout simplement. Allez, on passe à la prochaine question. Question numéro 31. Ce panneau interdit l'accès aux poids lourds, oui réponse A, non réponse B, aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Oui réponse C, non réponse D. Alors, c'est quoi la signification exacte de ce panneau ? Ce panneau est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Que leur PTAC soit supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur à 3,5 tonnes. Si tu ne sais pas ce que c'est que le PTAC, c'est-à-dire le poids total à charge, je t'incite fortement à aller te former dans la formation car tu devrais le savoir. Est-ce que ce panneau interdit l'accès aux poids lourds ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que automatiquement, un poids lourd, c'est un véhicule de transport de marchandises. Sinon, ce serait pas un poids lourd. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 32. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 96 mètres. Réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment, en général, du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a deux distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait ?
on prend notre vitesse, ici 80 km/h, on prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même, ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32 à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc, si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je peux faire un appel de phare. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors ici on roule sur de nuit et devant nous on a un virage avec très peu de visibilité. Donc il sera très pertinent de faire un appel de phare afin de prévenir les véhicules qui viennent en sens inverse de ta présence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Si je tourne à droite à la prochaine intersection, la vitesse maximale autorisée ne sera plus de 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on a un panneau de zone. Je pense que tu sais ce que c'est. À l'intérieur de ce panneau de zone, on a un panneau d'interdiction qui indique que la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. Mais pour répondre à la question, il faut connaître la différence entre un panneau de zone et ici par exemple le simple panneau d'interdiction 30. Est-ce que tu sais quelle est la différence ? Eh bien, cette différence, c'est ce qu'on appelle l'étendue de prescription. Ces deux signalisations ont deux étendues de prescription différentes. Alors, c'est quoi une prescription ? Une prescription, c'est la règle. Par exemple, si tu prends un panneau 30, c'est-à-dire un panneau d'interdiction 30, la prescription ou la règle, c'est que tu ne peux pas dépasser la vitesse maximale de 30 km/h. Donc la règle, c'est ce qu'on appelle la prescription. Et une étendue de prescription, c'est où cette règle commence et où cette règle se termine. Alors, prenons le cas d'une étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Peu importe le panneau d'interdiction, l'étendue de prescription d'un panneau d'interdiction, c'est quoi ? Ça commence au niveau de l'implantation du panneau et la prescription se finit à la prochaine intersection. Ça, c'est l'étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Quelle est l'étendue de prescription d'un panneau de zone ? Eh bien, la prescription d'un panneau de zone commence à l'implantation du panneau de zone et se finit à l'implantation du panneau de fin de zone. Et là, tu me diras, oui, mais si je tourne à droite à la prochaine intersection, peut-être qu'il y aura un panneau de fin de zone quand je vais tourner à droite. Eh ben non, parce que si la prescription s'arrêtait à la prochaine intersection à droite, ce qu'il y aurait ici, ce serait pas un panneau de zone, ce sera tout simplement un panneau d'interdiction, parce que l'étendue d'un panneau d'interdiction, elle s'arrête à la prochaine intersection. Donc, si je tourne à droite à la prochaine intersection, on sera toujours dans un panneau de zone, et donc la vitesse maximale autorisée sera toujours de 30 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. Favoriser les transports en commun permet de réduire le nombre de véhicules en circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, favoriser les transports en commun permet de réduire le nombre de véhicules en circulation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. Le contrôle anti-pollution se fait lors du contrôle technique, oui réponse A, non réponse B, lors d'un contrôle de police, oui réponse C, non réponse D.
Alors effectivement, le contrôle anti-pollution se fait lors d'un contrôle technique. Cependant, il peut aussi se faire lors d'un contrôle de police via la brigade anti-pollution. Ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 37. La prochaine aire de repos comportera une aire de pique-nique. Oui, réponse A, non, réponse B. Après cette aire de repos, la prochaine aire de pique-nique sera dans 17 km. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, question très intéressante parce que ça va nous permettre de voir plein de choses. On va essayer de faire rapide. Ici, vous voyez, le panneau du dessus indique qu'on a une aire de Chantecoq. Juste en dessous, on a un panneau qui dit 300 mètres. Donc, l'aire de Chantecoq est dans 300 mètres. Et juste en dessous, on a des panneaux d'indication de service. Par exemple, le panneau avec le P indique un emplacement de parking. Le panneau avec le sapin indique une aire de pique-nique. Et le panneau avec des enfants indique des jeux pour enfants. Et juste en dessous, on a des distances. Donc 17 km pour le panneau de parking et 17 km pour le panneau de pique-nique. Vous devez savoir, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, que il y a un ordre de préséance dans les panneaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le panneau du bas dépend du panneau du haut, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit donc ? Ça nous dit que effectivement, dans l'aire de Chantecoq, la prochaine, il y aura bien donc un emplacement de parking, il y aura une aire de pique-nique et il y aura des jeux pour enfants. Par contre, juste en dessous, on nous précise que dans 17 km, il y aura un emplacement de parking également, et il y aura également une aire de pique-nique. Par contre, dans 17 km, il n'y aura pas de jeux pour enfants. Il n'y en aura pas. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit ce panneau ? Il nous dit que si vous voulez faire jouer vos enfants, c'est maintenant. Parce que sinon, ce sera dans 17 km. C'est ça en fait qui veut dire le panneau. Donc, ici, pour répondre à la question, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 38. Ce panneau indique A. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois du côté impair. B. Une autorisation de stationner du 16 au 31 du côté pair. C. Une interdiction de stationner du 1er au 15 du côté pair. Alors, ça c'est le genre de panneau que vous ne maîtrisez quasiment jamais. On va faire un petit schéma parce que ça mérite un schéma. Alors, que signifie ce panneau ? Ce panneau signifie que tu es autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 du mois. Il signifie également que tu es autorisé à stationner du côté pair du 16 au 31 du mois. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses B et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation.
Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Le manque de sommeil peut provoquer les accidents. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, question facile, le manque de sommeil va diminuer votre vigilance et donc va être à l'origine d'ailleurs de nombreux accidents. Donc la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 40. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, je vous montre donc le tableau récapitulatif des vitesses maximales autorisées selon le type de route. Ici, on est en conditions atmosphériques, donc normales. Donc la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h ou de 110 km/h si on est en probatoire. Alors, le panneau 90 que vous voyez ici, il s'applique seulement si vous prenez la sortie. Donc la sortie pour Saumur. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.